À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Le président Donald Trump a annoncé qu'il envisageait plusieurs options face à la dégradation de la situation en Iran. Oui, effectivement, Ilana, et parmi ces options, le président a parlé d'une option militaire. Le président Trump a affirmé qu'il recevait des briefings réguliers sur l'Iran, chaque heure même. Il a même menacé les Iraniens de représailles sans précédent si l'Iran devait frapper des bases militaires américaines dans la région. Selon lui, les dirigeants iraniens lui auraient demandé même de rouvrir les négociations sur un accord autour du dossier du nucléaire iranien. Il est possible que nous allions les rencontrer, a dit Donald Trump, avant d'indiquer qu'il était en contact aussi avec les responsables de l'opposition iranienne. Et de son côté, le prince héritier iranien Reza Pahlavi a lancé un appel en direction des protestataires en Iran. Oui, le prince Reza Pahlavi a annoncé hier soir dans un message le passage de cette protestation à un palier supérieur de révolte populaire et nationale. Il a promis qu'une aide extérieure allait arriver prochainement et a détaillé un plan visant à faire chuter le régime des mollahs. Il a appelé les manifestants à prendre le contrôle des principales artères des grandes villes et à qualifier les bâtiments du régime de cibles légitimes. Il a également demandé à l'armée et aux gardiens de la révolution de rejoindre le peuple. Et enfin, il a demandé aux opposants iraniens en exil de prendre le contrôle des ambassades iraniennes dans les capitales occidentales. Mais pendant ce temps, côté israélien, on continue évidemment à suivre de près les derniers développements. Oui, en Israël, on estime que les manifestations rapprochent le régime des mollahs d'une situation de non-retour, mais l'on considère toutefois qu'il s'agit d'un processus qui pourrait prendre encore du temps. Côté israélien, on affirme que le nombre de manifestants assassinés est plus important que celui avancé par les officiels iraniens. Il s'agirait de nombreuses centaines de tués, et même plus. Et hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni une cellule de crise sécuritaire pour débattre de la situation en Iran. On ne connaît pas les mesures qui ont été prises à cette occasion, mais l'on estime qu'Israël ne prendra pas d'initiative militaire si les Iraniens n'attaquent pas, et ce en dépit des appels à l'aide de l'opposition iranienne. La tension demeure au sud-Liban également après 3 raids aériens de Tsahal contre des positions du Hezbollah la nuit dernière. Oui, selon des médias libanais, un drone israélien a attaqué un motard libanais, l'a neutralisé durant la nuit, et plus tôt, un terroriste du Hezbollah a été éliminé par Tsahal dans la région de Bin Jebel, toujours au sud-Liban. Selon Tsahal, le terroriste était en pleine activité subversive. Il agissait donc en violation des accords de cessez-le-feu. C'est demain que le président Trump devrait annoncer le début de la phase 2 de son plan pour la reconstruction de Gaza. Oui, et la première étape de cette seconde phase se rapporte à la création du fameux Conseil de paix qui supervisera la gestion de la bande de Gaza durant une période de transition et qui doit permettre d'installer le fameux gouvernement de technocrates palestiniens pour la bande de Gaza. Selon le médiateur américain Bishara Barbach, Israël a donné son feu vert à l'installation de ce Conseil de paix qui sera présidé officiellement par Donald Trump lui-même et qui sera surtout dirigé par le diplomate Nikolai Mledanov. Et puis en marge, l'Égypte doit entamer au Caire des pourparlers avec une délégation du Hamas dans le but de stabiliser la région. Côté israélien, on considère qu'il n'est pas question de passer à la seconde phase du plan Trump sans la restitution du corps de Ran Gvili et sans que le désarmement du Hamas ne soit garanti. L'ancien directeur de cabinet de Benjamin Netanyahou a été interrogé, lui, hier pendant 12 heures par la police. Oui, il s'agit de Tzachi Braverman qui a été interrogé à la suite d'accusations lancées par Eli Feldstein dans l'affaire Qatargate. Accusations selon lesquelles Braverman aurait tenté d'entraver le travail de la police et de la justice dans cette enquête. Braverman a formellement démenti ces accusations. À l'issue de cet interrogatoire, Tzachi Braverman s'est vu interdire de dialoguer avec des fonctionnaires de la présidence du Conseil pendant 1 mois. Il n'a pas le droit de quitter le territoire. Je vous rappelle que Tzachi Braverman a été nommé récemment ambassadeur d'Israël à Londres. Yair Lapid a demandé à Benjamin Netanyahou d'annuler cette nomination. Les affaires étrangères, on affirme que la nomination de Braverman reste pour l'instant maintenue. Et puis enfin, ces derniers jours, l'État d'Israël a refusé de laisser entrer sur son territoire l'historien, en tout cas celui qui se prétend historien, Vincent Lemire. Oui, effectivement, on devrait dire le soi-disant historien, tellement Vincent Lemire a une manière bien à lui, tellement biaisée de relater l'histoire du conflit israélo-palestinien. En effet, Lemire devait donner une conférence à Jérusalem, une ville qu'il connaît bien, où il était pendant plusieurs années en tant que responsable du CNRS, mais il n'a pas obtenu d'autorisation pour pénétrer en territoire israélien. Effectivement,
Effectivement, Vincent Lemire a effectué pendant plusieurs années des recherches universitaires à Jérusalem dans le cadre du CNRS et il faut remarquer, tout le monde a remarqué qu'il exprime depuis le début de la guerre des positions farouchement hostiles à l'État d'Israël. Il a même réclamé au président Macron de prendre des sanctions contre l'État d'Israël. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Retour à partir de cet après-midi du mauvais temps avec une très sérieuse perturbation accompagnée de vents forts, d'averses et même de chutes de neige sur le mont Hermon et sur le haut du plateau du Golan. Les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem, 12 degrés, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Alors, je voudrais qu'on fasse le point avec vous, Michel, sur la situation. Vous avez de nombreux amis au sein de l'opposition iranienne. Vous avez des contacts aussi à l'intérieur du territoire iranien. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures ? Écoutez, mes derniers contacts, c'était hier dans l'après-midi. Une inquiétude immense devant les massacres. Parce que là, je crois qu'il faut dire les choses. Il se déroule à quelques milliers de kilomètres de Tel Aviv et de Jérusalem où nous sommes. Il se déroule un massacre d'une population civile qui manifeste pacifiquement pour la liberté. Et alors les chiffres, au début on a parlé il y a quelques jours, on parlait de 45 morts, après 192. Mes amis iraniens me parlent de 1500 à 2000 morts. Bon, tout ça est invérifiable, mais on a des photos de corps entassés devant la morgue de Téhéran, on sait maintenant que les forces de sécurité iraniennes tirent à balles réelles, qu'il y a des snipers dans les immeubles, dans les rues où les gens manifestent, et des snipers qui ont comme mission de viser les yeux. Donc le but, c'est de casser ce mouvement en tuant le maximum de gens, en les terrorisant, en faisant des estropiés, et des milliers de personnes ont été arrêtées. Voilà où nous en sommes. Et alors là, pour dire franchement les choses, alors mes amis iraniens, pas tous les Iraniens, mais ceux que je connais, attendent de l'aide de l'extérieur et me disent, alors qu'est-ce que fait Israël, qu'est-ce que font les États-Unis ? Ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas. Déjà la dernière fois, c'est-à-dire en juin, pendant la guerre des 12 jours, les Iraniens ont eu l'impression d'être abandonnés en cours de route par les Israéliens et les Américains lorsque Donald Trump a fait cesser cette guerre des 12 jours. Et là, ils prennent tous les risques et ils ont besoin d'une aide. Alors on peut discuter du type d'aide, bien évidemment, il ne s'agit pas d'une invasion, mais il s'agit d'aides précises, ciblées, qui permettraient de faire changer de camp, que la peur change de camp et que les forces de sécurité, à un moment donné, lâchent le pouvoir et que les gardiens de la révolution au plus haut niveau explosent, parce qu'à un moment donné, quand on est en train de perdre une bataille, eh bien, il y a un certain nombre de gens, y compris à un très haut niveau de l'État, qui pensent d'abord à leur survie personnels et qui peuvent à un moment donné être amenés à négocier, et on pourrait entrer alors dans une transition vers un autre régime et vers la fin de la République islamique. Alors est-ce que ce qui s'est passé au cours des 24-48 dernières heures, est-ce que vous avez le sentiment que la protestation se tasse ou au contraire qu'elle continue à s'amplifier en dépit des massacres que vous mentionnez ? Alors il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a la protestation numérique, il y a la protestation physique, c'est-à-dire la capacité des gens à sortir dans les rues. On voit des images sur des réseaux sociaux. De toute façon, l'Internet est coupé. C'est très difficile d'avoir des informations fiables. Très peu de journalistes étrangers sont présents sur place. Donc, les manifestations tendent numériquement à se tasser, mais le mécontentement et la colère grandissent. Et de toute façon, quoi qu'il arrive dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, et même si le pouvoir écrase ce mouvement, on peut dire que la République islamique aujourd'hui est condamnée. Elle est condamnée, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois, soit dans un an, soit dans 2 ans, mais elle ne pourra pas renaître sur un tas de cadavres. Elle n'a plus rien d'autre à proposer à la population que la répression, et imaginons donc qu'ils arrivent une fois de plus,
à mater le mouvement d'opposition, parce que des révoltes, il y en a tous les 2 ou 3 ans en Iran. S'ils arrivent une fois de plus à mater ce mouvement d'opposition, qu'est-ce qu'ils ont à proposer sur le plan économique? N'oublions pas d'ailleurs que le début du mouvement est né de la révolte contre la vie chère. Sur le plan économique, le pays est en ruine. Surtout, la différence avec les mouvements précédents, ce mécontentement, il n'est pas nouveau, il est récurrent en Iran. La différence, c'est que l'Iran n'est plus une grande puissance. L'axe de la résistance, qui faisait de l'Iran une sorte d'empire, allant de Téhéran jusqu'au Yémen, en passant par Bagdad et par Damas, cet empire s'est effondré. Et par le Hezbollah, il est en tout cas en miettes aujourd'hui. Et donc cette grande puissance qui prétendait libérer Al-Quds, libérer Jérusalem, qui prétendait détruire l'entité sioniste, comme ils disent, cette grande puissance a été ridiculisée, mise à genoux par Israël et par les États-Unis, et malgré toute leur rodomontade, ils n'ont jamais été capables de riposter contre Israël militairement à la hauteur des pertes que Israël avait infligées au régime. Donc ce régime qui est fondé sur la force a montré sa faiblesse. Il est discrédité et il est miné de l'intérieur, et c'est ça maintenant, c'est à cela qu'il faudrait être attentif, c'est qu'il y a des failles au sommet de l'État, il y a des failles parmi les gardiens de la Révolution, et donc un des scénarios qui est possible, ce n'est pas un passage immédiat demain, dans 15 jours, à une démocratie parlementaire, mais c'est une transition avec peut-être l'élimination du guide Khamenei, la prise du pouvoir par une fraction des gardiens de la Révolution, et puis la négociation d'une part avec le peuple pour en finir avec les oripeaux du régime islamique, par exemple l'interdiction du voile qui n'est plus respectée par les femmes, et puis mettre les pouces avec Israël et avec l'Occident et avec les États-Unis en décrétant l'arrêt du programme nucléaire contre la levée des sanctions. Mais on est entré en tout cas dans la dernière phase de la République islamique. Alors, ok, alors là, c'est une phase apparemment de transition que vous décrivez là, c'est-à-dire la chute du régime des Mollahs, mais un remplacement par un régime militaire, pas obligatoirement par un régime qui serait dirigé par le Reza Pahlavi. Écoutez, on n'est pas, on n'est pas dans une démocratie occidentale avec un État centralisé. On n'est pas dans l'Espagne. Qui n'était pas une démocratie, mais dans l'Espagne de Franco, qui était un petit pays centralisé, etc., où il suffisait de changer quelques têtes à la tête de l'armée, à la tête de la radio, de la télévision, etc. On est dans un très grand pays, 2 ou 3 fois plus grand que la France, près de 100 millions d'habitants, et qui est surtout composite sur le plan ethnique. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, il n'y a que 50% de Perses. Mais l'autre moitié de la population et toute la périphérie du pays est composée de minorités nationales, les Baloutches, les Kurdes, les Arabes. Et donc, la vacance de pouvoir, la chute du régime peut entraîner une sorte de chaos. Avec, par exemple, on sait très bien que les Kurdes, une partie des Kurdes veulent leur indépendance. Donc, on va certainement entrer dans une phase de turbulence avec peut-être même une recomposition des frontières, et une phase qui peut être très dangereuse, parce que la République islamique est en train de vivre ses derniers moments. Je veux dire que plus personne, 20% seulement des gens soutiennent encore le régime, pas tellement par idéologie, mais parce que c'est ce régime qui les fait vivre. Ce sont les forces de l'ordre, les gardiens de la Révolution, les familles des mollahs, ceux qui tiennent... c'est une espèce de mafia qui détient l'économie du pays. Mais autrement, 80% des gens veulent que ça change. Simplement, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne peut pas se passer. Je le comprends, mais hier, on parlait avec Saïd Bachistage de Bruxelles qui nous disait que, contrairement à ce qui s'était passé en mois de juin dernier, il y a cette fois-ci une sorte d'unanimité, de consensus autour de la personne de Reza Pahlavi, ce qui n'était pas encore le cas, justement à cause des diverses ethnies en Iran. Est-ce que vous avez des informations qui confirment que le mouvement aujourd'hui de protestation, c'est un mouvement consensuel où on clame dans les rues de Téhéran, par exemple, le nom de Reza Pahlavi ? Alors écoutez, d'abord, pour que les choses soient claires, moi je connais depuis 20 ans Reza Pahlavi, j'ai écrit un livre d'entretien avec lui, et je considère qu'il est la meilleure option pour l'Iran. C'est-à-dire que Reza Pahlavi, c'est pas une force politique, Reza Pahlavi, c'est un symbole, c'est une institution, c'est quelqu'un qui peut assurer une transition
vers la démocratie. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit ici et là, ils ne réclament pas le rétablissement de la monarchie, ils réclament la fin de la République islamique et ensuite le fait que les Iraniens, par voie démocratique, par voie de référendum, puissent choisir entre une monarchie parlementaire ou une république parlementaire. Mais dans tous les cas, un régime démocratique. Simplement, alors les sondages. D'abord, il y a des sondages fiables qui montrent qu'il est la personnalité la plus populaire du pays. Mais il est la personnalité la plus populaire avec environ 30% des Iraniens qui lui font confiance. Et beaucoup qui, jusqu'à ces derniers jours, ne le connaissaient pas, parce qu'on ne le voit jamais à la télé en Iran. Il est persona non grata et il a disparu de l'Iran depuis 45 ans. Donc, ensuite, ce qui est vrai, c'est que dans les manifestations, on entend crier son nom. Et que, contrairement au mouvement de 2009, qui était un mouvement où les réformateurs, vous savez, en 2009, après que Ahmadinejad a volé le résultat des élections, le président qui aurait dû être élu, Moussavi, qui était un homme du régime, était à la tête d'un mouvement, mais un mouvement pour réformer le régime. Les différentes tentatives de réforme de l'intérieur, avec Moussavi, avec le président Khatami, qui avait dirigé le pays entre 1997 et 2005, toutes ces tentatives ont échoué. Et effectivement, Reza Pahlavi apparaît pas seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'institution. Il représente une institution qui a dirigé l'Iran pendant 3000 ans. Je ne parle pas de sa dynastie, qui est récente. Il n'est que le troisième de sa dynastie, qui a été fondée par son grand-père. Mais il représente une institution qui peut unifier l'Iran et qui peut empêcher le chaos. Il est l'homme auquel peuvent se rallier, disons, dans la dignité, les officiers des gardiens de la Révolution qui refusent de continuer à faire couler le sang. D'ailleurs, il est en contact avec eux. Maintenant, c'est connu, il y a un canal secret de communication par lequel les officiers peuvent se rallier à lui. Les mollahs, beaucoup de mollahs sont maintenant en rupture de ban avec le régime. L'armée qui a toujours été quand même un peu distincte, resté quand même une certaine indépendance par rapport aux gardiens de la Révolution, et il reste toujours le chef théoriquement de l'armée. Voilà. Mais est-ce que du jour au lendemain, ils vont rendre les armes, déposer les armes et appeler Reza Pahlavi? Souvenez-vous d'ailleurs ce qui s'est passé même dans même en Espagne. Dans l'Espagne franquiste, c'est pas du jour au lendemain qu'on a eu la démocratie. Ce sont d'abord à la mort de Franco, ce sont des hommes de Franco qui ont pris le pouvoir pendant quelque temps. Et Juan Carlos était un homme de Franco. Vous voyez ce que je veux dire, désigné par le régime. Alors je voudrais avoir, Michel, parce que notre entretien commence à toucher à sa fin, je voudrais avoir votre appréciation d'abord, sur le silence des chancelleries occidentales. Je ne pense pas avoir entendu de réaction d'Emmanuel Macron aux massacres qui sont actuellement en train de se produire à Téhéran et dans les grandes villes iraniennes. Et puis, ma dernière question, ce sera concernant Israël. Vous pensez, vous, personnellement, qu'Israël doit prendre l'initiative de déstabiliser plus encore le régime, peut-être en allant bombarder peut-être des positions le palais présidentiel, des positions, on va dire, des bureaux ministériels, peut-être la radio, la télévision? Alors je vais vous dire ce que m'a dit cet ami iranien qui joue un rôle important, qui a une responsabilité importante. Lui, il me dit, ils ne veulent absolument pas, ils veulent pas qu'Israël envahisse le pays, ils veulent pas que les Américains envahissent le pays, il n'en est pas question, ils veulent pas une répétition de l'Irak en 2003, ils veulent qu'on les aide à se libérer par eux-mêmes. Qu'on aide le peuple iranien à se libérer par lui-même et par une aide logistique discrète. Et il me disait d'ailleurs, entre nous, et je vous le répète, le Mossad a des gens sur place. Qu'est-ce qu'ils se font? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous aident pas? Les aider de quelle manière? De la manière la plus discrète qui soit, c'est-à-dire pas par des grandes déclarations, mais par exemple en leur permettant d'avoir un système Internet alternatif, de rétablir les communications, et puis surtout par la cyberguerre, en paralysant le système de communication du régime, des gardiens de la Révolution, du guide suprême, de tous ces gens, de tous les appareils répressifs. Donc ce ne sont pas des opérations militaires au sens strict. Et surtout, ne bombardons pas l'Iran, parce que quand on bombarde, même des cibles militaires, on tue des civils. Et ça, c'est très très mauvais. Mais par contre, une aide logistique précise pour leur permettre pour affaiblir les services de sécurité,
pour affaiblir les gardiens de la révolution et les forces de répression, c'est ce qu'attendent les Iraniens. Et ensuite, ils seront assez grands pour se libérer par eux-mêmes. Et surtout aussi, psychologiquement, c'est important. Oui. Reza Pahlavi l'a dit cette nuit, il a dit une aide extérieure va bientôt arriver parce que, évidemment, les gens se font massacrer. Chaque famille, s'il y a 2000 morts sur 90 millions d'habitants et des milliers de blessés, tout le monde peut connaître quelqu'un qui a été tué ou qui a été blessé. S'il y a une centaine de villes dans lesquelles il y a des manifestations, y compris dans les petites villes, donc il faut surtout leur donner le moral et leur dire que ces sacrifices ne sont pas inutiles et qu'il y ait un espoir. Donc qu'à un moment donné, il va y avoir, mais très vite, très très vite, une aide logistique, une aide précise, ciblée. Mais on le comprend bien. On le comprend bien. Un mot, voilà. Michel, sur Emmanuel Macron. Écoutez, l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe n'est pas une puissance militaire. L'Europe est une puissance économique, est une puissance culturelle, est un soft power. Et l'Europe se rend compte d'ailleurs depuis quelques mois, parce qu'Emmanuel Macron est d'ailleurs celui qui est en pointe pour le réarmement de l'Europe et avoir un armement, une défense indépendante de celle des États-Unis. Mais l'Europe ne peut rien faire militairement. Seuls les États-Unis peuvent faire. Maintenant, la question, c'est le soutien politique. Et effectivement, les Européens sont très discrets, trop discrets, à mon avis, par rapport à la révolte iranienne. Et là, moi qui ai un certain âge, comme vous, Daniel, je me souviens d'avoir vécu ces événements à l'envers, c'est-à-dire en 79. Oui. Il y avait un enthousiasme en Europe, aux États-Unis, partout. Il y avait un enthousiasme pour les opposants au Shah. Khomeini est arrivé porté par l'opinion publique mondiale et par les gouvernements occidentaux, les Américains, les Français, il était réfugié en France, etc. Il est parti à l'aéroport d'Orly le 1er février. Avec un vol le 1er février 1979 de Neuf-le-Château, escorté par des gendarmes français. Et là, on a l'impression quand même que il y a toujours une réticence à l'égard de Reza Pahlavi, il y a toujours une réticence à l'égard de la monarchie qui représenterait entre guillemets la droite, alors que Khomeini, malgré tout ce qu'on lui, Khomeini et Ramenei, malgré tout ce que les Européens d'ailleurs constatent, les crimes, etc., représenterait quelque chose quand même d'anti-impérialiste, d'anti-américain, etc. Alors, il y a quand même un vrai problème, c'est évidemment le rôle des États-Unis, parce que oui. Je serais iranien et j'attendrais une aide des États-Unis et d'Israël. Mais est-ce qu'on peut vivre dans un monde où les États-Unis font la pluie et le beau temps partout? Vous voyez, donc il y a un aspect contradictoire, c'est qu'une intervention américaine limitée, ciblée et justifiée et peut débloquer la situation. Et d'ailleurs, les Américains sont intervenus en 1944 en France. Voilà. Mais il y a un problème du point de vue de l'ordre international, c'est si une puissance s'arroge le droit maintenant d'intervenir partout quand elle veut, comme elle veut. Oui. Donc voilà, c'est cette contradiction devant laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien, effectivement, on est dans cette contradiction. Merci beaucoup, Michel Taubman, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre d'entretien publié à De Noël avec le prince héritier Reza Pahlavi, dont on scande le nom dans les rues de Téhéran aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre appréciation de la situation. À bientôt, Michel. Bye bye. Nous sommes un petit peuple, mais une grande famille. Entre Israël et la diaspora, les distances ne séparent plus les vies. Et d'ailleurs, l'ALIA depuis la France est en hausse de plus de 45%. Ce matin, justement, pour illustrer cela, nous sommes en direct, en ligne avec Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem. Bonjour Dov. Bonjour Ilana et bonjour chers auditeurs. Donc je vais vous parler de choses qui est de l'ordre de l'évidence, mais qu'il faut peut-être rappeler parce qu'il faut prendre de la hauteur et comprendre qu'on est en train de vivre un grand moment métahistorique incroyable. On le sent tous, on a tous cette intuition, mais on va essayer de mettre des mots pour pouvoir articuler, peut-être mieux voir le présent et mieux penser le futur. Alors on a longtemps fait comme si les Juifs d'Israël et les Juifs de diaspora vivaient des histoires séparées et la réalité a tranché autrement. Aujourd'hui nous sommes dans le même bateau, pas par idéologie, par les faits. Les familles juives sont désormais éclatées entre Israël et la diaspora. Pour les Juifs d'Afrique du Nord, la transition a été fulgurante. En une génération, la moitié est venue en France, l'autre en Israël, avec un peu qui sont partis au Canada. Résultat, presque toutes les familles vivent sur les deux rives.
Près de 80% des Juifs de France ont des parents de première proximité en Israël et ça ne fait qu'augmenter, comme vous venez de l'annoncer. On est peut-être à la vague d'un grand mouvement d'Aliyah qui va venir des pays développés parce que les choses sont en train d'avancer encore plus vite que ce qu'on pouvait penser. Et quand une sirène retentit à Tel Aviv, ce n'est pas là-bas. C'est un neveu, une nièce, un cousin. Quand des soldats sont au front, ce sont des prénoms connus, des enfants vus aux fêtes de famille. Ce que nous avons parfois du mal à formuler, nos ennemis l'ont compris avant nous. Nous ne voyons pas forcément que nous sommes un seul corps, on a l'impression, mais non, quand on arrive en Israël, c'est difficile, les gens sont un peu rugueux, ne sont pas comme nous. On aime Israël, mais on a du mal avec les Israéliens au quotidien. Mais en fait, on est à la fin, dans l'œil de nos ennemis, en tout cas, il est clair que pour eux, sionistes et juifs, c'est la même chose. Ceux qui attaquent à Sydney, à Paris ou à Jérusalem mènent le même combat. Ils s'en prennent aux juifs parce qu'ils savent qu'en les visant, ils testent la solidité des démocraties. Ils veulent attaquer la démocratie et installer peut-être des systèmes autoritaires. Et c'est derrière eux, il y a aussi toutes sortes de puissances qui font ça. Et nous, en vérité, nous sommes les premiers dans la ligne de mire. Et nous savons que la ligne de mire, elle est aussi bien à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Beersheba qu'à Paris, New York ou Sydney. Et donc, ils s'en prennent aux juifs parce qu'ils se veulent attaquer les démocraties. La distinction confortable entre juifs et sionistes ne tient plus. Il y a une équation terrible qui s'installe, qui dit juif égale sioniste, égale génocideur, égale ennemi de l'humanité, égale cible à abattre. Et tout à coup, on voit des violences. On l'a vu à Manchester, on l'a vu à Sydney. Le monde l'a défacé et on se retrouve tous en paix. Nous sommes un petit peuple. Nous sommes un petit peuple parce que nous sommes évidemment 15 millions par rapport à des milliards et des milliards de personnes. Et pourtant, nous sommes au centre de l'histoire, quelque part. Nous formons une grande famille liée par des histoires, des visages, des liens concrets. Et dans cette période de transition, cette unité de destin n'est pas une faiblesse, une force à penser, à assumer, à célébrer. Je voudrais dire une idée importante qu'a développée le Rav Soloveitchik aux États-Unis. Il parle de communauté de destin, ce que Lévinas a appelé communauté destinale, c'est-à-dire nous partageons le même destin, le même sort. Nous sommes vus par les autres comme une même histoire. Et d'un autre côté, nous avons une communauté de mission. C'est-à-dire que nous sommes quelque chose que nous ne choisissons pas, qu'on ne veuille pas. La phrase de Pinsker, c'est « nous sommes unis, un peuple élus, unis par la haine universelle ». On aurait voulu sortir de ça, on a tout fait, même l'État d'Israël, quelque part, était un projet pour sortir de tout ça, et ça n'a pas vraiment réussi. Nous sommes le peuple le plus singularisé, l'État le plus singularisé. Oui. Il va falloir qu'on s'assume, et là, on rentre dans la mission. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Nous sommes un petit peuple, mais une grande famille. Et c'est vrai, Dov, on a tous senti dans notre chair cette blessure le 7 octobre 2023, comme si finalement les victimes étaient véritablement nos frères et nos sœurs. Merci beaucoup, Dov Maimon, d'avoir été avec nous ce matin. Et nous ouvrons cette revue de la presse israélienne par la manchette du Israël Hayom qui est consacrée ce matin, bien entendu, aux émeutes en Iran qui se poursuivent. Le journal titre « Le massacre des ayatollahs » et il souligne en sous-titre « Au 16e jour de la protestation, le régime iranien durcit sa répression contre les protestataires et il tire à vue dans leur direction. Il y aurait des milliers de morts et de blessés. À la Maison-Blanche, on affirme ou on envisage une offensive militaire directe ou bien une attaque cybernétique ainsi que des sanctions, de nouvelles sanctions sur le commerce avec Téhéran et en Israël. On redouble de vigilance, de crainte d'une nouvelle attaque iranienne qui détournerait l'attention des Iraniens des horreurs commises actuellement par le régime des Mollahs. En page intérieure du Israël Hayom, le journal nous livre des données dramatiques, entre 538 et 2000 morts. C'est le bilan de la protestation au cours des 15 premiers jours. 574 foyers de protestation à travers tout le pays, plus de 10 600 manifestants qui auraient été arrêtés par les milices du régime des Mollahs. Le Maariv nous livre dans un de ses principaux titres l'estimation d'un spécialiste sécuritaire sur la situation en Iran. Ce responsable sécuritaire qui a tenu à conserver l'anonymat en cette période de turbulence envoie un message clair à Ali Khamenei. Attention, toute attaque iranienne contre Israël entraînera une réponse israélienne particulièrement douloureuse. Et côté israélien, on considère que les Iraniens peuvent tenter une offensive contre Israël dans le but de détourner l'attention des médias de la protestation. Le Maariv constate également qu'outre cet expert, les officiels israéliens ont adopté un profil bas afin de ne pas entraver la vague de protestation et afin qu'Israël ne se retrouve pas impliqué
plus qu'il ne faut dans cette révolution populaire iranienne. Et puis en page d'ouverture du site N12, une révélation faite par Donald Trump hier qui a affirmé que l'Iran lui avait proposé de revenir à la table des négociations dans le dossier du nucléaire iranien. Pas de titre marquant ce matin en première page du Yediot Aharonot, mais une photo douloureuse et un éditorial autour de la révolte populaire en Iran. La photo, c'est celle où l'on voit un amoncellement de corps de victimes de la répression du régime. Et l'éditorial, lui, est signé Nadav Eyal. Nadav Eyal qui revient sur une vidéo de 6 minutes qui a réussi à percer le rideau de fer iranien et à être diffusée à l'étranger. Et dans cette vidéo, on voit justement la morgue de l'un des hôpitaux iraniens avec des dizaines de corps déposés dans des sacs mortuaires en plastique. Et Nadav Eyal écrit « Une telle vidéo aurait dû ébranler l'opinion publique internationale ». Et il se demande si nous assistons bien à une révolution ou seulement au début à peine de cette révolution. Qu'écrivent les autres éditorialistes ce matin sur le dossier iranien. Ehud Yari, le spécialiste du monde arabe de la chaîne 12, est très sceptique quant à la probabilité de voir la protestation aboutir à la chute du régime. Il constate que pour l'instant, il n'y a pas de relâchement ni au sein de l'armée régulière, ni au sein des gardiens de la révolution. Oded Ilam, dans le Israel Hayom, considère qu'Israël doit agir en Iran, mais discrètement, afin de maintenir intact l'esprit de protestation populaire iranien. Et il explique qu'il faut savoir être patient dans le cadre de cette protestation populaire iranienne. Une patience amère qui doit faire aboutir à un fruit doux, celui de la chute du régime. Quant à Shachar Kleinman et Dean Branchester, ils brossent pour nous un portrait de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, un prince héritier qui a passé le plus clair de sa vie aux États-Unis, mais qui rêve d'un retour au pouvoir à Téhéran. Et il rappelle que Reza Pahlavi était en Israël il y a à peine 3 ans et il espère que le peuple iranien sera capable de tenir le coup. Le Israel Hayom consacre un solide dossier ce matin à l'intention de Benjamin Netanyahou de réduire au strict minimum l'aide militaire américaine à Israël. Le journal parle du dilemme autour de cette décision. Il se demande quelle sera la principale répercussion d'une telle décision pour la sécurité d'Israël et pour les relations israélo-américaines. Ariel Kahana, le spécialiste diplomatique du Israel Hayom, explique ce matin dans son commentaire que c'est le message qu'il faut faire passer et au moment le plus opportun et qu'il faut selon lui remplacer le terme d'aide militaire américaine par le terme de coopération sécuritaire entre Washington et Jérusalem. Ilar Chouval considère qu'une telle démarche est un premier pas sur la voie de l'indépendance militaire d'Israël, même si cette démarche a des inconvénients, comme par exemple le fait que le budget de la défense devra augmenter massivement. Et enfin, le professeur Avraham Ben-Tzvi, qui est un spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, il considère que les déclarations du Premier ministre à ce sujet ne sont qu'une improvisation et non pas le résultat d'une démarche réellement stratégique. Le Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa première page à une course contre la montre de Tsahal dans la bande de Gaza. Et cette fois, il s'agit d'une course contre la montre pour repérer et détruire les tunnels du Hamas qui se trouvent encore dans la partie de la bande de Gaza sous contrôle israélien, c'est-à-dire à l'intérieur de la fameuse ligne jaune. Une course contre la montre avant la mise en application de la seconde phase du plan Trump qui prévoit un repli israélien sur une autre ligne, la ligne rouge. Le Yediot rappelle que c'est cette semaine, demain apparemment même, que Donald Trump doit annoncer le passage à cette seconde phase. Et puis, un sous-titre qui paraît incroyable après le 7 octobre et après 2 ans de guerre, le Hamas aurait repris la production de roquettes et de missiles, en particulier grâce à l'aide des drones qui acheminent le matériel nécessaire de l'Égypte vers la bande de Gaza en toute impunité apparemment. Nahum Barnea, lui, revient sur un dossier récurrent, le manque de soldats combattants dans Tsahal. Il écrit que régulièrement, Tsahal envoie un officier supérieur pour rappeler à l'opinion publique israélienne cette pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans le nombre de combattants. Il manquerait actuellement entre 8 000 et 12 000 combattants pour Tsahal. C'est ce dont Tsahal a besoin pour faire face à ses défis sécuritaires actuels. Mais ce matin, Nahum Barnea insiste sur le fait qu'il y a d'autres moyens d'élargir la main-d'œuvre militaire que d'enrôler des orthodoxes, comme par exemple réduire les dispenses pour raisons psychologiques, réduire le nombre de soldats non combattants, prolonger le service militaire dans les yeshivot esder et surtout enrôler plus de soldats. Et il déplore la facilité avec laquelle une jeune fille israélienne religieuse peut obtenir une dispense de Tsahal et faire place à la place de son service militaire, un service national civil. Au fur et à mesure que l'on lit cet éditorial, on comprend qu'il fournit une énième occasion à Nahum Barnea de s'en prendre au public qui est son public souffre-douleur, à savoir les sionistes religieux.
Et puis pour terminer, il faut aussi consulter ce matin les pages et les sites d'information sportifs qui couvrent d'éloges la star israélienne de la NBA, Dani Avdija. En effet, pour sa 6e saison dans le meilleur championnat de basket au monde, l'Israélien effectue actuellement des performances époustouflantes avec, par exemple, la semaine dernière, un score incroyable de 41 points. Et la question que les spécialistes du basket en Israël se posent, c'est est-ce que ces prestations suffiront aux basketteurs israéliens de Portland pour participer au match top des All-Stars? Et généralement, la réponse demeure malgré tout plutôt négative. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jessica Vaturi d'Ambo. Jessica, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de parler un peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre parce que vous avez des choses importantes à nous dire concernant une soirée qui doit se tenir la semaine prochaine, dimanche prochain très exactement, à la Cinémathèque de Jérusalem, où sera projeté le film que vous avez réalisé, ce fameux film Earthbreak sur les événements du 7 octobre que vous avez réalisé, qui est sorti déjà il y a quelques semaines, qui a déjà été fait l'objet d'une soirée à Jérusalem et qui fera l'objet donc dimanche d'une soirée à Tel Aviv, à la Cinémathèque de Tel Aviv. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur la personnalité de votre mari, si vous me le permettez. On l'a connu, votre mari a été Richard Dambo, qui a été le réalisateur d'un film célèbre qui le nom La Diagonale du Fou, voilà, pardon, La Diagonale du Fou, qui a été primé, si je ne m'abuse, même aux Oscars comme un des meilleurs films étrangers. Et La Diagonale du Fou, c'était Richard Dambo. Je voudrais que l'on revienne sur sa personnalité. Il a été votre époux. C'était une personnalité tout à fait hors norme, n'est-ce pas? Absolument, absolument génial, qui était à la fois metteur en scène d'opéra, réalisateur, scénariste. Et moi, j'étais peintre et plasticienne, et donc on avait un dialogue artistique très très riche. Quand il est décédé, il n'a pas pu terminer son dernier film, La Maison de Nina. Donc moi, qui n'étais pour l'instant que l'épouse du réalisateur, j'étais dans la situation et l'obligation de terminer le montage de son dernier film, La Maison de Nina, qui a été projeté à Jérusalem. Et c'est comme ça que le passage s'est fait entre les arts plastiques et le cinéma. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai accompagné, et puis j'ai été obligée d'être active et actrice dans la fabrication. Et puis c'est un enchaînement qui s'est prolongé. Il a laissé plusieurs scénarios que j'avais l'intention et que j'ai toujours l'intention de réaliser. Mais d'abord, il fallait apprendre mon métier. Donc, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des séries, j'ai écrit des scénarios. Et voilà, Heartbreak est le premier long-métrage. Il n'est pas encore sorti en salle. Pour l'instant, ce sont que des avant-premières. On a fait une avant-première à Jérusalem en novembre. Là, c'est Déborah qui organise une avant-première à la Cinémathèque de Tel Aviv, parce qu'on a besoin du soutien du public israélien pour avoir la force de sortir d'Israël, parce que le projet de ce film, c'est vraiment de parler de l'intériorité d'Israël en dehors de nos frontières, puisque notre intériorité et notre humanité nous a été déniée tout dans le monde entier. L'idée, c'était c'est pas un film sur le 7 octobre. Alors justement, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet angle assez particulier, dans lequel, on va dire, le personnage central est un personnage muet? Il ne représente personne, mais il pourrait représenter tout le monde d'une certaine manière, et chacun des spectateurs peut se reconnaître au travers de ce mime qui est joué par Asher Zalmati. Pourquoi vous avez choisi cet angle? Buster Keaton et le mime Marceau ont ému la planète sans mots, sans politique, simplement par leur gestuelle et par leur sensibilité. Et je voulais retrouver quelque chose de cet ordre-là, puisque c'est ce qui nous a été dénié. Donc je voulais retrouver cette humanité, je dirais pas brute, parce qu'elle n'est pas brute, mais une humanité pure,
qui fait abstraction des mots et qui peut toucher de façon internationale. Donc, ce qui était très clair aussi, c'est que quelque part, notre parole nous a été déniée. Donc voilà, il me semblait très juste. Ça s'est imposé à moi. Hein. Je mets des mots dessus après coup, mais ça s'est imposé à moi que le personnage central devait être muet et traverser cette année, parce que c'est pas un film sur le 7 octobre, c'est un film sur cette première année, et c'est une traversée émotionnelle à travers cette première année. Et ce personnage de Mime, qui est extrêmement émouvant et extrêmement ému en même temps enfin, on voit pas ses émotions puisqu'il porte un masque, mais son corps dit son émotion. Il rencontre de vraies personnes, des personnes directement atteintes par les événements du 7 octobre ou ce qui a suivi, le 7 octobre, la guerre qui l'a suivi. Et on a vraiment une plongée dans ce que nous avons traversé de l'intérieur. Alors justement, ce que vous avez traversé vous personnellement, vous le relatez aussi en partie dans le film avec votre confrontation à la douleur, à la perte d'un être cher, du fils de vos amis, de vos voisins à Jérusalem, la famille Durand. Racontez-nous comment vous avez vécu cela. Oui, je vis dans un quartier mixte, arabe et juif israélien. Et les premiers jours, tout le monde était soit cloîtré, soit avait quitté le quartier. Donc j'ai moi-même quitté mon quartier pendant 2 mois. On ne savait pas, on était dans l'expectative, on ne savait pas comment réagirait la société arabe israélienne. Et puis quand je suis revenue au bout de 2 mois, le premier Shabbat que j'ai passé chez moi, j'entends Moté Shabbat, un hurlement qui me traversera et que j'entendrai toute ma vie. Et j'ai couru à la rue. Une adolescente m'a couru dans les bras en pleurs, en me disant mon frère. Et j'ai compris que ce cri, c'était le cri d'une mère dont la vie se brise à l'instant où elle apprend que son fils a été tué. L'armée était venue leur annoncer la mort de leur fils au combat à Gaza. Et donc tout de suite après, je lui ai écrit un petit mot. Je suis là. Ton cri m'a déchiré le cœur. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis là. Et elle me répond avec 2 cœurs rouges. Demain matin à 9h30 à Herzl. Et donc là, j'ai été et il y avait des milliers de personnes. Et j'ai vu comment la société israélienne accompagnait ces jeunes qui partent pour nous, et cette question terrible avec laquelle on a dû vivre pendant ces 2 ans, et notamment la première année, c'est comment vivre avec le sacrifice de nos jeunes. Il y a quelque chose d'absolument insupportable, et en même temps une reconnaissance immense parce qu'ils nous protègent et au prix de leur propre vie. Et donc cette émotion si forte, et de voir cette société israélienne en adhésion, entourant cette famille, c'était très très émouvant et beau à voir comment tout le monde a entouré les Durand et entoure toutes les familles endeuillées. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ces émotions, et j'ai rencontré l'émotion de tous ceux, notamment la famille Durand qui témoignent dans le film, mais d'autres qui avaient besoin de laisser quelque chose de leur parcours, de leur réponse digne aux tragédies qu'ils traversaient. Et moi, en tant que réalisatrice, il fallait que je capte ça et que je l'insère dans ce film. Voilà. La partie scénarisée, c'était la partie mime. C'est-à-dire que j'avais très clairement écrit et mime et danse, parce que le mime est aussi joué par un danseur. Donc, cette partie non verbale était scénarisée, mais tout ce qui est arrivé dans le parcours avec les témoins, ça évidemment c'est une surprise et un cadeau que j'ai reçu, et ça répondait à mon besoin de dire, de formuler et de mettre nos mots à nous, pas les mots qu'on nous a plaqués sur ce qu'on a traversé et sur les coups de massue qu'on a pris les uns après les autres toute cette première année. Est-ce que pour vous, d'une certaine manière, ce film, il a été une forme de thérapie aussi pour faire face à la douleur, à la perte d'être cher ?
incontestablement, et surtout contre la peur. Moi, Dieu merci, j'ai pas été directement atteinte, mais la peur, je veux dire, quand on a découvert l'horreur de ce qui s'est produit le 7 octobre, et il y a eu un moment de panique, en tout cas pour moi, qu'il a fallu maîtriser. Et incontestablement, le film a permis une catharsis par rapport à tout ce qui était sentiment négatif. C'est-à-dire que je suis ressortie, moi, comme tous ceux, je pense, qui ont traversé ce film, qui ont participé à ce film, ça leur a permis de se libérer de quelque chose. Je pense que si on reste sur ces énergies de mort qu'on a voulu nous inoculer, si on n'en fait pas quelque chose, si on les travaille pas, si on se laisse envahir. Et d'ailleurs, la société israélienne a tout de suite réagi, chacun à sa façon. Moi, c'est mon outil, c'est le travail créatif, mais chacun a apporté des gâteaux, des vêtements, soutenu des soldats, ont été faire des barbecues, on se sont occupés des vêtements. Chacun s'est occupé, a fait quelque chose pour participer, justement pour ne pas être abîmé par ce qui se passait. Il fallait réagir positivement, et voilà. Donc ce film est issu de cette énergie-là, de vouloir surmonter, maîtriser ce qu'on nous a imposé, et c'est pour ça qu'il faut qu'il sorte d'Israël. Moi, quand je le montre en Israël, il n'y a aucune image de violence. Je n'ai absolument à éviter et les images de violence et les images d'archives, parce que je ne veux pas transmettre la terreur, véhiculer cette terreur. Je ne veux pas faire ce cadeau au Hamas de leur faire une publicité sur ces horreurs qu'ils ont commises. Donc, il était hors de question de rentrer dans ce langage-là. Il fallait trouver, c'est pour ça que je suis passée par un mime, par un langage plus distancié, oui, complètement sur l'émotionnel, mais beaucoup plus distancié pour pouvoir atteindre un autre niveau d'humanité. Et voilà. Et donc, l'objectif, vraiment, c'est de sortir d'Israël. Oui. Alors, le résultat, il est impressionnant. Est-ce qu'il y a aussi dans ce film, à votre avis, aussi une dimension spirituelle? Parce que l'esprit, le roi, l'esprit, il a été omniprésent dans la réalité israélienne d'après le 7 octobre. Que ce soit chez les soldats ou que ce soit chez les otages? Je pense qu'on le perçoit. Je pense que la hauteur d'humanité à laquelle chacun des intervenants répond dit ça, dit ce roi, comme vous dites, dit cette spiritualité, dit comment faire face à l'horreur de façon digne. Et je pense qu'effectivement, si on a trouvé les réponses, c'était parce que chacun a été nourri de cette spiritualité. Le film est absolument apolitique, donc on a toutes les franges de la société israélienne, quelles qu'elles soient, et à leur niveau de spiritualité ou non, mais en tout cas, chacun dans son parcours et dans son histoire répond de façon magnifique. C'est tout ce que je peux dire. Ils m'ont tous ému, et ils sont émouvants, et ils sont surtout d'une très grande dignité. Voilà, c'est vraiment le mot pour moi qui sort de tous ces témoignages-là. Alors voilà, on va rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs la date et l'heure de cette soirée, dimanche soir prochain, 18 janvier, 19h30 à la Cinémathèque de Tel Aviv, avec donc la présentation en avant-première de ce film, Heartbreak, qui donc a été réalisé par vous, Jessica Bathory Dambo, et ça sera suivi de questions du public, qui vous posera les questions justement autour de cette réalisation, et puis aussi d'une table ronde qui parlera des deux ans après le début de la guerre. Quels espoirs peut-on avancer aujourd'hui dans la réalité israélienne après ce qui nous est arrivé à tous? Et cette table ronde vous réunira, vous, Jessica, Asher Zalmati, donc, qui est le mime, l'acteur principal du film, Ilan Chouraki, qui est le compositeur, Yael Vias-Gwirzman, qui est expert en droit international et pénal, et le Rav Yonatan Seror, le rabbin de la communauté de la place de
de Dizengoff, si je ne m'abuse, en tout cas une communauté francophone centrale de Tel Aviv. Et puis notre ami Olivier Rafovitz, porte-parole francophone de Tzahal, et Jocelyne Gage, qui est psychologue. J'aurai le plaisir et l'honneur d'animer ce débat donc dimanche soir prochain, donc à la Cinémathèque. Il reste encore des places. Il y a une grande salle de 400 places, près de 3/4 est déjà plein. Donc ceux qui veulent participer doivent le faire vite, le plus rapidement possible. Et pour réserver, donc il faut tout simplement revoir se connecter sur un site. On le mettra dans le lien avec notre interview. Jessica, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à dimanche donc à la Cinémathèque de Tel Aviv. Merci beaucoup encore une fois. Merci Daniel, merci. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le détail, il faut faire un rapide tour d'horizon du paysage urbain en Israël. Ces 10-15 dernières années, on a construit partout. De Kiryat Shmona à Eilat, le visage des villes a profondément changé entre des immeubles plus anciens, parfois datant des années 60, et des tours ultra-modernes et luxueuses de plus de 40 étages. Avant la guerre, les prix de l'immobilier avaient atteint des sommets. Et depuis quelques mois, on observe une baisse dans certaines villes comme Tel Aviv, ou au minimum une stagnation dans d'autres régions. Alors la question est simple. Si les prix baissent, est-ce vraiment le bon moment pour acheter ? La réponse est plutôt complexe, car qu'elle n'y paraît, et elle dépend surtout de votre objectif. Est-ce que vous achetez pour y vivre ou est-ce que vous achetez pour investir ? Entrons dans le détail. Pour ceux qui souhaitent acheter un bien pour y vivre, la situation peut être intéressante. Il y a eu tellement de construction d'immeubles ces dernières années qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes, l'offre est plus forte que la demande. Du coup, les prix de vente des appartements peuvent être négociés. Alors pour celui qui souhaite acheter, il verra que le marché est moins tendu, il y a du choix, on n'est pas obligé de décider dans l'urgence, on peut comparer, réfléchir. On n'est même pas dans une logique de panique, mais plutôt une logique de projet de vie. Mais attention, baisse des prix ne veut pas dire bonne affaire automatiquement. Il faut bien prendre en compte le choix du quartier, des écoles, des transports, de l'environnement. Tout cela reste déterminant. Un mauvais achat reste un mauvais achat, même en période de correction. Et puis, il y a la question de la devise. Pour ceux qui arrivent avec des euros, la baisse est moins spectaculaire qu'elle en a l'air. L'euro est faible face au shekel, autour de 3,7, ce qui grignote une partie du gain. À l'inverse, pour ceux qui gagnent et épargnent en shekel, la correction est plus perceptible. Maintenant, si on parle d'un achat d'un bien immobilier pour en faire un investissement, le tableau est beaucoup plus complexe. Le neuf reste cher à l'achat, mais il peut devenir intéressant si l'on dispose d'un apport conséquent. En limitant la durée du crédit, on réduit le poids des intérêts et on sécurise davantage son investissement. Les investisseurs les plus farouches cherchent de bonnes affaires dans l'ancien et misent sur des projets de pinouille-binouille, c'est-à-dire de rénovation complète d'immeubles, très courantes en Israël. Mais là, il faut être prudent. Il faut s'assurer qu'un accord est réellement en cours, au mieux encore qu'il soit déjà signé, et même après une signature, les travaux peuvent commencer plusieurs années plus tard. Ce sont des placements de long terme avec des liquidités qui ne sont pas dans l'immédiat. Si on parle simplement de l'achat d'un appartement à rénover et non pas de tout l'immeuble, le prix peut sembler attractif, mais il ne faut pas oublier d'ajouter le coût des travaux. Au final, entre le prix d'achat, la rénovation et un loyer souvent assez modeste, le rendement reste généralement autour de 3%. Autrement dit, ce type d'investissement n'est intéressant que si l'on parie aussi sur une future plus-value, sur l'évolution du quartier ou sur un usage personnel à moyen ou long terme. Il faut bien regarder à qui on va le louer, si le quartier attire des étudiants, des familles et comment il est appelé à évoluer. Autre évolution du marché qu'on voit de plus en plus, des grands groupes d'investisseurs achètent des immeubles entiers. C'est particulièrement fréquent dans certains secteurs orthodoxes. Des investisseurs rachètent plusieurs bâtiments, les louent presque uniquement à des familles religieuses, et cela crée des quartiers, parfois même des villes, où la population est très homogène. Face à ces grands investisseurs, souvent surnommés les requins, l'acheteur privé se retrouve dans un jeu beaucoup plus dur, beaucoup plus structuré, où l'information, le réseau et la puissance financière font toute la différence. Alors oui, des opportunités existent encore, et tout dépend aussi de votre budget. Mais elles sont plus rares et demandent beaucoup plus d'analyse qu'avant.
En ce début d'année 2006, la baisse des prix est bien réelle, mais elle ne profite pas à tout le monde de la même façon. Elle peut aider ceux qui ont un vrai projet de vie en Israël, mais pour l'investissement, c'est un choix qui demande du sang-froid, des chiffres et beaucoup de discernement.